Bienvenue dans la Voix des aînés. Il était une fois l'écologie. Épisode 1, se déplacer. Mon premier voyage, c'était rigolo, parce qu'on avait de la famille qui habitait vers la frontière suisse, la sœur de maman, et puis on est allé la voir. Alors, pour aller la voir, comment faire? Il n'y avait pas de train, il n'y avait rien. On est partis en camion. C'était les soldats qui nous pilotaient. Il faisait froid ce jour-là. On était solides. Et puis ça s'est passé, ça s'est bien passé. Vélo, trottinette, covoiturage, autopartage, les mobilités douces ont aujourd'hui le vent en poupe. On essaye de réduire la pollution atmosphérique, mais les usages sont difficiles à modifier et la voiture est encore reine. Dans cet épisode de La Voix des aînés, nous vous proposons de regarder dans le rétroviseur pour mieux comprendre ces résistances au changement. À pied, en voiture à cheval, à bicyclette. Et quelquefois, il y avait quelques personnes comme des garagistes qui possédaient une voiture. Autrement, on allait beaucoup en voiture à cheval. Moi, je me souviens dans mon enfance, comme on était beaucoup invités le dimanche à la campagne, on venait nous chercher en voiture à cheval, quand c'était à 4-5 km, et puis on revenait en voiture à cheval, mais quand on le pouvait, on avançait déjà à pied sur la route. Quand on interroge des personnes âgées sur la vie d'autrefois, il y a toujours un moment où elles vous racontent comment elles allaient à pied à l'école. Là, Françoise nous a ajouté la carriole, la voiture hippomobile des campagnes. Elle existe depuis la préhistoire, avec des formes et des fonctions très différentes suivant les lieux et les époques. Thérèse et Sylviane s'en souviennent aussi. On allait à l'école à pied et souvent on avait la chance de voir une carriole passer. Et on grimpait à l'arrière de la carriole et puis on arrivait à l'heure. La voiture à cheval, pour descendre à Lisieux, pour faire les courses le samedi, acheter tout ce qu'il y a besoin pour manger dans la semaine. C'était ça. Et puis arrivé à Lisieux, il fallait traverser tout Lisieux. Il fallait qu'ils payent une petite somme, les parents, pour déposer la carriole et puis le cheval qu'il fallait laisser, puis ils faisaient leurs courses. C'était la vie comme ça. Après, ça a été la guerre. Il a bien fallu se débrouiller avec rien. Gilbert nous a raconté le vélo aux 1000 rustines. J'allais chez les grands-parents avec le vélo aux 1000 rustines. Il n'en avait pas 1000, mais il en avait bien 20 ou 30. Parce qu'on ne trouvait pas de chambre à air. Donc j'allais chez les grands-parents avec le vélo aux 1000 rustines. 20 km, bon, c'était pas une affaire. Mais ils me donnaient une poule ou un lapin. Oh, c'était une fortune, une poule ou un lapin. Je le portais sur le porte-bagages arrière du vélo, dans un panier. Vous savez, ces paniers avec un couvercle qui se rabattait. C'était des paniers tressés en noir, et je l'attachais donc derrière. Alors, à l'entrée de la ville, à l'entrée de Perpignan, il y avait des sentinelles allemandes, évidemment. Elles étaient là, contrôlaient qu'il n'y ait pas de marché noir, de trucs comme ça. La première fois où je suis arrivé avec un poulet, la roue avant a touché un caillou, et le poulet derrière, côte. Aïe, 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 je me suis dit, ce coup-ci, je suis bon. Bon, il m'a laissé passer. J'ai compris. Les fois d'après, je portais un lapin. Rappelez-vous bien, hein, dans un panier, sur un vélo, pas de poule, un lapin. Roland et Jean se souviennent aussi de ce temps où la nourriture était à la campagne et où les transports étaient si importants pour les gens des villes. Alors ma grand-mère, quand elle venait nous voir, elle prenait le train qui s'arrêtait à, on appelle, une petite gare avant Paris, si vous voulez, Charenton. Là, il n'y avait pas de contrôle. Il
Il n'y avait pas assez de personnes à descendre. C'est à Paris que c'était contrôlé. Donc, elle descendait. Et là, elle prenait un petit train de banlieue qui n'était pas surveillé. Oui, il n'y avait pas le métro à l'époque à Charenton. Le métro s'arrêtait porte de Charenton. Mmh. Elle a apporté pas mal de ravitaillement. En région parisienne et à Paris, il y a aussi les autobus. À Paris, les autobus à plateforme ont remplacé les omnibus à chevaux, et ce, depuis 1913. Du côté de la banlieue, les lignes routières se développent. Entre 1922 et 1934, 43 lignes sont créées. En 1945, Suzanne a 14 ans. Elle se souvient. Mais alors les autobus, c'était les autobus à plateforme. Il y avait le chauffeur et il y avait un receveur. Le receveur, il poinçonnait tous les gens qui rentraient sur la plateforme. Et puis quand toute la plateforme était pleine, il tirait la sonnette pour que l'autobus démarre. Moi, je l'ai pris, ça. Et je l'ai pris en marche, même. Parce que j'étais jeune à cette époque-là. Parce que quand j'ai travaillé, j'avais 14 ans. Quand je voyais l'autobus de loin, je courais, mais il s'arrêtait pour me prendre. J'avais 14 ans, je courais déjà après mon autobus. C'était le premier autobus, il passait à 5h25. C'est celui-là que je prenais pour arriver à mon boulot. Tout ça, je me rappelle de tout ça, moi, comme si c'était hier. Puis après, j'avais un autre autobus. Et puis après, à 6h, j'étais à mon boulot, dans une usine de les biscuits, les boudoirs. Vous savez, les boudoirs. Moi, il y avait un grand four. Alors, d'un côté, celle qui enfournait, et de l'autre côté, c'est celle qui prenait les plaques. C'était là que j'étais. C'est pour ça que je dis que j'étais mitron. L'industrialisation, l'exode rural, tout ça va de pair avec le développement des moyens de transport. Il faut pouvoir aller facilement de Paris intramuros aux communes d'Île-de-France. Pour les uns, c'est le bon air et les privilèges. Ils venaient à la pêche ou ils venaient à Nogent. Vous entendrez encore ça dans Nogent. Ah ben ça, c'est la maison des Parisiens. Pour les autres, les ouvriers, cela permet d'accéder au pavillon rêvé. Daniel se souvient, et Jean, un ancien géomètre, explique. Je suis monté à Paris, c'est pas pour ça qu'au début j'ai gagné des millions, hein. Mais enfin, on pouvait vivre quand même. Si j'avais resté à la campagne, j'aurais sûrement pas acheté un pavillon. Ah non, à la campagne, on ne gagne rien là. On était bien obligé de s'en aller, hein. C'est parce qu'il y avait un chemin de fer et des gares. C'est ça qui permettait de se déplacer quotidiennement pour aller travailler à Paris ou dans la région parisienne, proche de Paris. Vous voyez ? Donc c'est ça qui attirait les gens, avec un salaire mieux qu'un agriculteur. Parce que le gros argument contre les agriculteurs, c'était précisément la modicité des salaires. Le lotissement, c'était un moyen de rester à la campagne quand même. Vous voyez ? Ça s'est passé insensiblement, si vous voulez. Pour les amoureux de la nature, c'était affreux. Hein. Les premières lignes de chemin de fer datent de 1827. En 1842, on inscrit dans la loi la disposition des lignes en étoile autour de Paris. André habite Nogent-l'Artaud, sur la ligne Paris-Château-Thierry. Il est d'une famille de cheminots. Nous voilà en 1936. André a 9 ans. Mon père m'emmenait au moment de Noël. Tiens, jeudi, on ira à Paris, on ira voir les vitrines. Ben, jeudi, on prenait le train, on allait à Paris, puis on allait voir les vitrines, puis on revenait le soir. Ben, oui, c'était énorme. On avait mangé un sandwich, que ça, c'était une affaire. Oh là là! Manger un sandwich dans le train, c'était le fin du fin. C'est quand il y a eu les congés payés en 1936. Déjà, on a eu des trains en quantité. Tenez-vous bien, on allait de Nogent à Paris en 58 minutes. Et il y avait 23 trains par jour pour aller à Paris. Et oui, on n'a rien inventé.
reprenez un horaire de 1938, vous serez surpris. On prenait le train pour aller à Château, on prenait le train pour aller à Paris, on prenait le train... Bah oui, prendre le train, c'était le commun. La locomotive, c'était la locomotive à vapeur. Ben oui, il y avait le mécanicien, puis le chauffeur qui chargeait le foyer. Hein. C'était des équipes. Hein. Il ne s'agissait pas de faire une locomotive avec Dupont qui n'aimait pas Durand. C'était Dupont, il faisait équipe avec un tel, avec Duval, pas avec un autre. Hein. Ça, c'était sacré. Hein. En 1962, j'ai vu la dernière locomotive à Charbon, à la gare de l'Est, et j'ai vu monter le pantographe de la première locomotive à La Chapelle en 1962, le 8 ou 9 mai. Si je me souviens bien, le train s'est arrêté. Regardez bien, la locomotive était au dépôt et on a vu monter le pantographe pour prendre le courant sur le caténaire. C'est une petite révolution. Hein. Ça a tout changé. Ben, il n'y avait plus besoin de stocker du charbon. On ouvrait le robinet. C'était fini. À Château, il y avait, je sais pas, au dépôt, pas loin d'une centaine de personnes qui travaillaient. Maintenant, il y en a 10. Alors, tous ces gens-là, ils sont partis dans la nature. Un tel, quand il est nommé à Strasbourg, un tel, il est nommé à Charleville. Ah ben, un tel, il retourne dans le Midi. C'était l'éclatement. Château, c'était plus rien. Du côté positif, il faut dire que la locomotive à vapeur, ce n'était vraiment pas écolo. Sa consommation de charbon et d'eau était gigantesque. Il y avait aussi son coût. La main-d'œuvre nécessaire, la matière première, tout devenait de plus en plus cher. C'est ainsi que pour des raisons financières, et non pas écologiques comme vous vous en doutez, la SNCF, dès sa création en 1938, cherche à s'affranchir de la traction à vapeur et du charbon qu'elle consomme. Les travaux démarrent en 1946. La ligne Paris-Lyon-Méditerranée est entièrement électrifiée en 1962. Le train devient plus rapide et moins polluant, mais l'arrivée de la voiture individuelle va assombrir le tableau. La route devient le mode préféré de transport des Français. Elle devient aussi le premier émetteur de gaz à effet de serre dans l'Hexagone. Pour aller travailler, il fallait bien une voiture. On n'avait pas de voiture. Il fallait bien se débrouiller d'avoir une voiture. Moi, j'ai vu acheter des 4 chevaux, refaire le moteur tout seul, pour aller au boulot. Ou alors, il fallait prendre le métro. Mais le métro, on rentrait à quelle heure? Oui, c'est ça, c'était pas marrant. J'étais mariée, je me rappelle, mon mari me dit « Et si tu apprenais à conduire ?» Oh, j'ai dit jamais de la vie. Ah non, je pourrais pas. Et puis les choses ont évolué, j'ai appris à conduire. Et puis voilà, c'était le bonheur. Au lieu d'aller prendre le train pour aller travailler, je prenais ma voiture, c'était formidable. Mais j'étais à l'extérieur de Paris, moi j'étais en banlieue. Je reconnais que la voiture a permis d'aller faire des promenades, de faire beaucoup de choses. Voilà, la nature, c'était se promener, aller pique-niquer, voilà, c'était ça la nature. On ramassait les fraises des bois. Maintenant, sur le bord de la route, on les ramassait. On ramasse des pleins seaux de fraises des bois. Aujourd'hui, le plomb accumulé au bord des routes, entre 1960 et 1980, font de ces fraises des bois du poison, pouvant occasionner le saturnisme. Ginette, Françoise, Thérèse, Sylviane, Gilbert, Roland et Jean, Suzanne, André, Daniel, Jean, Aimé, Pierre, vivent aujourd'hui en maison de retraite. Et puis on n'était pas exigeant comme aujourd'hui, on ne voulait pas
une voiture pour monsieur, une voiture pour madame, une voiture pour les enfants. Et on achetait une vieille voiture d'occasion et puis ça faisait l'affaire. La Voix des aînés, une production signée Partage de Voix avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. On n'est jamais content de ce que l'on a. Hein. On a une petite voiture, on en voudrait une grosse. On a une, on en voudrait deux. On ne se rend même pas compte de comment on vit. Les gens ils ont plein d'ambition. Réalisation Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique David Gubitsch. Retrouvez leurs voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.